Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous proposer qu'on reparle de nouveau d'un nouveau tuto sur TypeScript. Et aujourd'hui on va aborder deux petites notions. On va aborder dans un premier temps les unions types et on va parler plus globalement des types littéraux. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite, donc on avait parlé des types de base dans TypeScript. Et maintenant, donc, je voudrais parler des types unions. Alors, les types unions, ce sont des types où tout simplement, on va utiliser en fin de compte un caractère spécial qui est la barre oblique, donc Alt-GR6. Pour pouvoir tout simplement indiquer que, par exemple, une variable pourrait contenir typiquement, par exemple, un type ou un autre. On pourrait dire, par exemple, qu'on aurait une variable âge qui pourrait être de type nul ou même undefined ou string, par exemple. Alors ici, pour éviter les problèmes, je vais l'appeler âge2. Voilà. À ce moment-là, on pourrait supposer par exemple que cette variable-là ne serait pas définie immédiatement et qu'elle pourrait être définie un petit peu plus tard dans notre programme. Par exemple, on pourrait lui mettre la valeur... alors ici, c'est une chaîne de caractères, donc 20. Voilà, par exemple. Donc en fait, le type union, c'est quelque chose qui va nous permettre comme ça de dire par exemple, cette variable-là peut être de type soit undefined, soit nul, soit string, boolean ou string, etc., etc. Donc on va pouvoir comme ça utiliser ce caractère-là qui désigne ou et qui nous permettra en fait de pouvoir dire qu'une variable peut posséder 2, 3, 4, 5 types différents suivant le contexte dans lequel on va en avoir besoin. Concernant les types littéraux, alors les types littéraux vont nous permettre en fait de pouvoir choisir, si on veut, des valeurs qui sont plus précises que les contextes ici boolean, number ou string. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple dire, on aimerait par exemple définir une direction et que cette direction, en fait, au lieu d'être de type string, on va pouvoir être un petit peu plus précis en lui disant par exemple, ce sera soit la valeur left, soit la valeur right, soit la valeur up, ou soit la valeur down. À ce moment-là, quand on ira donc survoler la valeur, on verra qu'on sera déjà un petit peu plus précis qu'une string globale. Et ça permettra également à TypeScript de nous indiquer une erreur si jamais on n'indique pas une de ces valeurs. Donc là, on va bénéficier bien évidemment automatiquement de l'autocomplétion sur la valeur qu'on va pouvoir sélectionner dedans. Si jamais à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, j'essaye d'y mettre une autre valeur, eh ben, on aura une erreur parce que cette valeur-là ne peut être qu'une des valeurs qui sont désignées ici, dans le type qu'on a choisi. On peut faire ça avec bien évidemment donc du coup des chaînes de caractères. On peut le faire également avec des numbers, donc par exemple dire status code de points de type 200 ou de type 400 ou de type 404 ou de type 500. Voilà, et à ce moment-là, on ne pourrait pas mettre par exemple status code à la valeur 201. Ça ne fonctionnerait pas, ce serait dans ces cas-là. Alors là, je me suis un petit peu trompé. Voilà, là, je lui donne la valeur 201 ou 200, et là, dans ces cas-là, ça passe. Voilà. Si j'utilise le contrôle espace, je vais pouvoir bénéficier de la même façon de l'autocomplétion et il va me proposer toutes les valeurs disponibles. Voilà, 404, 500, 400 ou 200. On peut le faire aussi avec des booléanes. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les booléanes,
si je définis par exemple que la valeur sera true, ça veut dire que je ne pourrai pas la définir à la valeur false. Donc ici, dans ce périmètre-là, ce sera très restreint. Donc, c'est peut-être pas forcément le cas le plus pratique, le plus évident qu'on va pouvoir utiliser dans ce cas de figure. Sauf si on veut vraiment forcer une valeur spécifique pour certaines options de configuration, par exemple. Alors, à partir de ces différents types, on peut également désigner un type spécifique réutilisable dans toute notre application. Donc, pour créer un nouveau type, on va dire par exemple qu'on va souhaiter faire un type rôle, voilà, qui pourra posséder donc soit les valeurs donc admin ou, alors là on va mettre non pas un 2 points mais un égal, admin ou editor, voilà, ou par exemple user. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir créer une nouvelle variable que je vais appeler par exemple user role et qui sera de type role. Voilà. Et là, à ce moment-là, je pourrais faire autant de variables que je le souhaite. Je peux même faire ici par exemple un role 2 qui sera de type role et ainsi de suite et ainsi de suite. La différence entre là et là, c'est que je vais vraiment créer un type que je vais pouvoir utiliser sur plusieurs variables. Et à ce moment-là, de la même façon, si je fais user role égal, contrôle espace, eh ben, je vais choisir soit admin, soit editor, soit user. Voilà. On verra plus tard, mais ce principe de proposer les différentes valeurs, c'est ce qu'on appelle aussi couramment l'inférence en TypeScript. Et voilà. Donc ça peut vous servir par exemple à définir des rôles d'utilisateurs, des permissions ou encore des états d'application. Pour aller un petit peu plus loin avec cette histoire de types littéraux, il y a également une autre notion, c'est les types discriminants. Si je prends par exemple le cas des API, chose qu'on va rapidement faire dans une application React par exemple ou une application JS Vanilla, en tout cas une application front de façon générale, on sait que une API REST par exemple va nous envoyer des réponses au format JSON et ces réponses vont varier en fonction du contexte. Typiquement par exemple on pourrait avoir soit un message d'erreur ou soit un message de succès. Alors, on va pouvoir se créer pour designer en fin de compte notre objet JSON. On va pouvoir créer un type, par exemple success, qui sera en fin de compte un type qui représentera un objet qui contiendra deux choses. Donc, on aura une clé status qui sera à la valeur success et alors attention ici, c'est pas virgule comme je suis dans un type, mais c'est point virgule. Data, je vais avoir des data qui seront par exemple au format string, voire même au format objet. Donc pour faire un objet, on utilise les accolades par exemple. On peut de la même façon faire par exemple un type error et le type error lui n'aura pas de data, il aura uniquement un message. Donc son statut sera par exemple à la valeur error et le message sera de type string. À ce moment-là, on serait tenté de se dire on va utiliser finalement, on recevra soit quelque chose qui sera de type success, soit quelque chose qui sera de type error. Donc à ce moment-là, on pourrait faire tout simplement un type response qui sera soit de type success, soit de type error. Et à ce moment-là, mon type discriminant, il est là, c'est le type response qui pourra être donc soit de ce type-là, soit de ce type-là.
L'avantage, encore une fois, de définir ses propres types comme ça de façon isolée va nous permettre de les réutiliser à plusieurs endroits de notre application sans avoir à chaque fois à les redéfinir. Plutôt que d'avoir à faire ce genre de choses comme ceci. Voilà. C'est un petit peu moins évident à lire. Le fait d'écrire les choses comme ça nous permet d'avoir une plus grande flexibilité et une meilleure lisibilité, une maintenabilité de notre code. Je pourrais être tenté à ce moment-là de faire une petite fonction, handle response, qui va donc recevoir une réponse d'une API et qui recevra par exemple une réponse de type response. À ce moment-là, à l'intérieur de mon code, je vais pouvoir faire ma petite condition qui va me permettre d'afficher en fin de compte soit les datas ou soit le message en fonction du contexte. Donc si par exemple je dis if res, donc si je fais un petit point ici, on va me proposer status. Et ici, avec le contrôle espace, je vais pouvoir choisir la valeur. Donc là, je vais pouvoir dire si res.status égale success. Et donc là, on voit que TypeScript m'aide en même temps pendant que j'écris mon code. Je vais pouvoir faire un console.log, par exemple, de data. Donc data ou data from API, virgule, res, point. Et là, on va me proposer soit status, soit data. Et je vais afficher data. On voit qu'il ne m'a pas proposé message ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je fais res.status égale success, ça suppose que la réponse que je vais recevoir ici sera forcément de type success. Donc ce type-là. Donc TypeScript, en fait, va se dire, OK, là, dans cette condition-là, je vais forcément recevoir quelque chose qui sera de type success. Donc j'ai moi-même été déterminé le type discriminant à utiliser. Sinon, et dans le else, on verra que quand on va faire un console.error par exemple, on va pouvoir afficher l'erreur et ici je vais pouvoir faire res. Et là forcément je vais recevoir non pas les datas mais un message. Voilà. Donc ici, sans même avoir les datas au préalable, grâce à mon typage ici, j'ai un code que j'ai donc conçu en m'aidant de l'inférence de TypeScript et qui a été capable ici de m'aider à écrire ce code-là beaucoup plus rapidement que si je l'avais écrit par exemple en JS Vanilla. Ce qui fait que du coup, effectivement, une bonne technique à utiliser dans toutes vos applications, c'est d'écrire d'abord vos types avant de coder la suite. Comme ça, vous allez pouvoir vous aider en fin de compte du système d'autocomplétion de TypeScript pour vous aider à aller beaucoup plus vite. Et là, on voit vraiment l'avantage. Vous avez non seulement un code qui est plus robuste, mais en plus, vous avez un code qui a été capable aussi de gérer donc du coup tous les cas, tous les use cases que vous pouvez avoir dans votre application, ce qui va vous faire gagner du temps puisque vous vous rendrez plus forcément compte des erreurs que vous pouvez faire lors de l'exécution du script, mais vous allez vous rendre compte tout de suite dans VS Code que vous avez un problème, une erreur ou un problème de typo typiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique. On peut également utiliser les types littéraux avec les enums. Un exemple typique, ce serait par exemple de faire une petite direction et vous auriez donc du coup directement plusieurs valeurs. Donc on pourrait mettre par exemple left égale left, voilà, right égale right, up égale up, ça pourrait être d'autres valeurs, bien évidemment. On pourrait ici mettre par exemple les valeurs en français. Down égale down. Et là, vous allez me dire,
vous allez tilter en vous disant « Ah, finalement, c'est quoi la différence avec les enums qu'on a fait dans la première vidéo ?» Et bien, la différence entre les enums de la première vidéo et les enums de cette vidéo-là, c'est que là, au lieu de me baser en fin de compte sur des valeurs numériques, puisque dans un enum de base, les valeurs vont prendre 0, 1, 2, et bien là, en fait, les valeurs vont prendre une valeur qui sera sous forme de chaîne de caractères. Voilà. Du coup, je pourrais faire par exemple ici une petite variable move qui serait de type direction. Et quand je vais associer une valeur dedans, je vais pouvoir dire est égal à direction, point et left. Et du coup, la valeur move que je vais avoir ici contiendra en fin de compte, en définitive, cette valeur-là sous forme de chaîne de caractères. Donc l'avantage, c'est que si jamais demain je change la valeur de cette chaîne de caractères, mon code que j'ai ici ne change pas. Je vais simplement ici venir changer de temps en temps les valeurs que j'ai là-dedans si elles sont amenées à changer. Et bien évidemment, si je me trompe, eh ben, TypeScript va me générer automatiquement une erreur. Donc beaucoup plus réutilisable, beaucoup plus maintenable, et en plus ça dissocie finalement les valeurs de ce que je vais avoir, de ce que je vais taper en termes de code. Pour aller un petit peu plus loin par rapport à cette vidéo, je voudrais également parler d'un truc que je trouvais plutôt intéressant et qui s'appelle le principe du template literal type. Alors c'est quoi ce truc-là ? Alors typiquement quand vous faites du JavaScript, on entend parler souvent du principe de concaténation qui consiste par exemple à faire une variable non Yannick par exemple. Donc là on va dire c'est un type string et alors peut-être que là ouais je vais peut-être mettre name, voilà, c'est parce que j'ai une variable qui est déjà définie avec ça au-dessus. Je pourrais avoir envie de faire un petit console log avec un petit texte de présentation et là on a deux possibilités. Soit on dit par exemple je m'appelle et là on met un petit plus avec un espace ici dans la chaîne name, voilà. Ça c'est la première façon de pouvoir faire de la concaténation. La deuxième façon de faire c'est ici, je vais définir avec Alt GR7 une template string et dans ces cas-là l'avantage c'est que j'ai le principe d'interpolation qui va s'appliquer, c'est-à-dire que JavaScript, avant de m'afficher cette chaîne de caractères là, il va aller récupérer la valeur de ce qu'il y a là, il va la mettre ici à l'intérieur et me renvoyer donc du coup la chaîne complète, je m'appelle Yannick. Voilà. Donc j'ai la concaténation qui se fait en fin de compte avant l'affichage du résultat. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe de l'interpolation. On va pouvoir combiner cette histoire de template string et l'accumuler finalement avec le principe des littérales. Un cas de figure, par exemple, ce serait d'avoir des variantes, par exemple, de classe CSS. Alors, je pourrais avoir envie, par exemple, de faire un type size qui serait égal soit à la valeur small ou la valeur medium ou la valeur large. Et j'aurai un deuxième type, par exemple, color, qui serait égal à red ou blue ou green. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir définir un type variante qui va être égal, en fin de compte, à... Donc là, je rappelle que c'est un type, que ce n'est pas une valeur que je vais afficher, c'est un type que je vais définir. Je vais pouvoir lui coller à l'intérieur ici size, comme ceci, tirer la couleur que je vais choisir. À ce moment-là, mon type variante sera une combinaison, en fin de compte, entre tout ça et tout ça. Et donc là, il va me déterminer directement, comme ceci, sans que j'ai rien à faire, il va me proposer toutes les combinaisons possibles. Donc si là, je définis par exemple mon style de bouton, je vais lui dire que c'est un type... Alors, je vais faire du coup let button style variante, voilà.
À ce moment-là, si je définis sa valeur, je fais CTRL espace, il va me proposer tous les choix possibles. Par exemple, small green. Et si je me trompe, je vais avoir également une erreur. Donc c'est très très puissant, ça vous permet d'aller vraiment très loin du coup avec les types littéraux. Voilà. Et c'est très pratique du coup pour générer dynamiquement des petites classes CSS si on en ressent par exemple le besoin. Voilà. Donc, en résumé, pour tout ce qui est les avantages des types littéraux, vous améliorez la sécurité, donc vous évitez des erreurs en limitant des valeurs qui sont possibles. Vous avez l'autocomplétion, donc vous avez un meilleur support en fin de compte de TypeScript pour tous vos éditeurs de code et IDE. Vous avez une meilleure lisibilité, vous rendez votre code beaucoup plus explicite et plus facile à comprendre. Et moins sujet aussi à des potentiels changements, hein, comme on l'a vu ici par exemple avec les enums. Et on optimise aussi beaucoup le code lors de la transpilation. Donc les types littéraux sont un excellent moyen en définitive de restreindre des valeurs possibles, d'améliorer la fiabilité de votre code. Et c'est particulièrement utile pour tout ce qui sera donc les statuts, les permissions, les configurations, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où cette fois-ci, je vous proposerai de voir, parce que c'est une question qui m'est beaucoup posée et j'aimerais bien y répondre une bonne fois pour toutes, c'est quoi la différence entre les types et les interfaces? Voilà, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À plus, ciao.